À la une, Vital Kamerhe a participé à son premier briefing gouvernemental, l'émission qu'organise le porte-parole du gouvernement sur les sujets d'actualité avec les ministres sectoriels. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a répondu aux questions des journalistes sur la crise de maïs au Haut-Katanga. Dans l'actualité également, Godempoï et les élus de la ville de Kinshasa ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur la situation géopolitique et sécuritaire dans la capitale. Pour l'Assemblée provinciale, la ville de Kinshasa est menacée par des poches d'insécurité de part et d'autre de ses frontières. Et il y a 26 ans, Mouzé Laurent-Désiré Kabila et Sekadogo libéraient les Congolais du règne sans partage de Mobutu Sese Seko. Nous sommes aujourd'hui la veille de cette commémoration. Les Congolais ont encore beaucoup de souvenirs de l'entrée de l'AFDL. Vous allez le voir dans ce journal. Et le conflit au Soudan continue de faire des morts alors que la communauté internationale se montre de plus en plus impuissante. La RDC a pu rapatrier ses ressortissants. Les joueurs de football ont regagné la capitale sains et saufs. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Le briefing hebdomadaire du porte-parole du gouvernement a offert sa tribune ce lundi au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Ensemble, Vital Kamerhe et Patrick Mouyaya ont répondu à toutes les questions brûlantes de l'heure, que ce soit sur un point de vue économique, social et sécuritaire et voire même politique. Le résumé ici avec Christopher Ochokoum. C'est un briefing aux dispositions particulières, comme le fera remarquer Jean-Marie Kassamba plus tard. Militants et cadres de l'UNC se sont mêlés aux journalistes de Kinshasa pour cette première grande sortie médiatique de Vital Kamerhe depuis son arrivée au gouvernement. Les Mwalimou, comme on l'appelle, ne s'est pas fait petit non plus, main dans la poche, carte de la RDC à l'évidence. Sa première prise de parole prend les allures d'un cours d'histoire, de géo ou d'économie dispensé. Le Congo donc, il est encastré entre l'océan Indien avec ses voisins. Dans l'audience, il arrive à répondre à l'avance aux questions prévues par quelques journalistes. Les sujets au centre de ce briefing, la crise du maïs dans le Grand Kassai et le Grand Katanga. Kamerhe détruit d'abord la thèse selon laquelle il serait scandaleux de voir plusieurs ministres congolais en déplacement en Afrique du Sud ou ailleurs à la recherche de quoi manger malgré les millions de terres arables au pays. Vital Kamerhe affirme que grâce à cette mission costaud, le gouvernement zambien a pu lever 2 interdictions sur l'exportation des maïs à destination de la RDC. Cela a aussi permis de constater une fiscalité toxique au sein de la SADC. Le coût moyen de production, par exemple, revient à $200 par hectare en Zambie, alors qu'au Katanga, il faut dépenser jusqu'à $340, de quoi faire fuir les opérateurs économiques rationnels. D'ici 6 mois, c'est-à-dire le temps de la sémence, la récolte et le séchage, Vital Kamerhe affirme qu'il n'y aura plus ce problème sur la table. Ce briefing était également l'occasion pour Vital Kamerhe de tenter de vanter sa politique de gouvernance. Le vice-premier ministre de l'économie s'attribue avec à peine un minimum d'humilité la stabilité du dollar sur le marché. Il se refuse toute publicité mais promet une nette amélioration dans les prochains mois. C'était également une occasion pour Kamerhe, femme politique, de dénigrer l'initiative de l'opposition du 20 mai. Il s'agit à son avis d'une marche inopportune qui crache sur la mémoire du peuple qui pleure actuellement des centaines de morts à Calais. Le leader de l'UNC affirme qu'aucune marche, populaire ou pas, n'apportera la moindre solution aux problèmes du pays à l'heure actuelle. Et parmi les journalistes présents à ce briefing hebdomadaire, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, le patron de l'espace 50, s'est surtout interrogé sur les dispositions prises par le gouvernement dans le budget pour résoudre la crise du maïs dans une situation marquée par les élections et la guerre. Cette situation est-elle une surprise, une urgence ou une découverte pour le gouvernement? Parce que on vous a demandé à plusieurs reprises ici les chiffrages de ces mesures d'urgence qu'on a pu voir tout à l'heure. Combien exactement sera ponctionné dans le budget en exécution en ce moment pour financer cette crise de maïs d'une manière structurelle?
Combien vous allez mettre pour ces producteurs locaux? C'est 1,2 milliard de dollars américains pour le plan d'urgence. Déjà, du fait que, Jean-Marie, vous êtes intelligent, du fait que vous, pour passer devant ma maison, ou bien pour faire entrer vos produits, vous devez me payer 100 dollars. Mais je vous dis, désormais, puisque ce produit-là est stratégique pour nous tous, vous ne payez rien. Est-ce que ce n'est pas de l'argent, ça? L'opérateur économique, le prix, le maïs importé rendu Lubumbashi, ça sera 19 dollars, transport compris, quand nous enlevons, quand c'est la taxe zéro. Donc les camionneurs, ça pilule de partout. Mais je déplore le fait que l'argent de nos compatriotes, nos opérateurs économiques, devra aller dans la caisse des camionneurs de la SADC. Si nous arrangeons, c'est comme ça qu'à la suite du même Conseil des ministres, nous avons obtenu du gouvernement que nous puissions faire un toilettage dans cette parafiscalité qui est toxique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas distraits. Et les miniers qui ne pensent pas que nous sommes distraits, je suis en train de venir, je vais discuter avec eux. Puisque quand le gouvernement a pris la mesure de subventionner les carburants, les miniers ne sont pas pauvres. Nous sommes la veille du 17 mai, date commémorative de l'arrivée au pouvoir de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération qui venait justement à bout du régime autoritaire de Mobutu Sese Seko. 26 ans après, les Congolais ont gardé beaucoup de bons souvenirs de Laurent Désiré Kabila, appelé affectueusement Mouzé. Retour historique sur cette entrée avec Crispin Chiminkofwa. 17 mai 1997, comme ça sera le cas d'ici 24 heures, les Kinois se souviennent. La journée du 17 mai, c'est une journée historique. Nous qui avons vécu l'époque de Maréchal, du coup on a vu le régime changer, c'était pour nous vraiment quelque chose vraiment qui nous a marqué. Vraiment. Que Maréchal est parti, il y a l'AFDEL qui entre. Bon, c'est l'histoire, c'est vraiment une journée historique. Le changement, c'est quand même bon. Les Congolais bénéficient parce qu'on en avait marre, parce que sur le plan social, sur le plan du développement, tout ne marchait pas. On pensait qu'avec l'entrée de l'AFDEL, tout allait changer. Au matin de cette journée historique, les colonnes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre de l'époque, AFDEL, appuyées notamment par les 101e bataillon de l'armée rwandaise et les militants du Front patriotique, entrent à Kinshasa et se fit une liesse populaire. Mouzé Laurent Désiré Kabila venait de libérer les Zaïre de la dictature de Marshal Mobutu qui a passé 32 ans de règne sans partage. Ces jours-là, les militaires zaïrois, sans chef, se rendent pour la plupart pacifiquement, empilent leurs armes et se font enregistrer par l'AFDEL. La division spéciale présidentielle d'Espé abandonne à son tour les Kanchachi le 17 mai soir sans combattre. Les soldats du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui s'est trouvé à Lubumbashi au moment de la prise de Kinshasa, arrive à son tour le 20 mai dans la capitale, déjà autoproclamé président de la République. Il instaure un régime présidentiel. Son gouvernement compte 13 membres composés des anciens de l'AFDEL, du Front patriotique et des transfuges de l'IDPS. Un véritable nationaliste, Mouzé Laurent Désiré Kabila a su dire non à l'impérialisme occidental. Ceci a conduit au divorce avec ses anciens alliés, notamment les Rwanda et l'Ouganda, qui malheureusement continuent à jouer les rôles des sous-traitants dans les pillages systématiques des minerais du Congo via des guerres d'agression qui ont coûté la vie à des dizaines de millions de Congolais. Lâchement assassiné par les ennemis du Congo le 16 janvier 2001 à Kinshasa, Mouzé Laurent Désiré Kabila a laissé un testament: ne jamais trahir le Congo. Et un invité dans ce journal pour justement parler de l'entrée de la FDL, un ancien Kadogo, acteur de la société civile, défenseur des droits humains et une personnalité très présente dans les médias, Carlos Moupili. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Bonjour, monsieur Gaïta. Alors, il y a quand même un détail que j'aimerais mentionner avant de poser la première question. Vous avez défendu très récemment une thèse à l'Université pédagogique nationale en tant qu'ancien Kadogo. C'est quand même important de mentionner et faire ça. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, pour des libérateurs, communément appelés ancien Kadogo. Oui. Aujourd'hui,
PhD, professeur. Professeur bientôt là. C'est du miracle. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Félicitations encore une fois. Première question rapidement, Carlos Moupili. On va parler de la mission même de la FDL 26 ans après. Vous pensez que c'est une mission qui est encore dans l'esprit des Congolais? Oui, parce qu'il faut d'abord très bien circonscrire les 3 missions de l'AFDEL. La première mission de l'AFDEL, c'était de libérer le pays et le peuple congolais de la dictature sanguinaire et aussi du néocolonialisme. Ça a été fait. Deuxième mission, c'était démocratiser les pays. Et troisième mission, c'était la reconstruction et le développement du pays. Voilà les 3 missions que l'AFDEL s'était assignées. Une mission réussie ou pas? Bon, il faut dire qu'il y a des missions qui étaient complètement réussies, telles que la mission de libération. Nous avons réussi à libérer le pays parce que la date du 30 juin a été restaurée. 30 juin qui était la fin de l'occupation directe des impérialistes sur notre terre. Et après l'assassinat de Lumumba, notre grand-père idéologique, il y a eu un régime qui a été imposé par les impérialistes. C'est là où on parle du néocolonial, c'est-à-dire l'impérialiste blanc nous domine indirectement à travers de nos compatriotes, c'est-à-dire le Mundele Ndombe ou leurs vassaux. Mais la première mission est réussie parce qu'on a chassé le régime vassal qui était là pour les impérialistes. Deuxième mission, c'était la démocratisation du pays. Cette mission était d'une manière progressive. À chaque fois qu'on libérait une province, il y avait les élections qui étaient organisées à main libre. C'était des élections vraiment efficaces et efficientes. Et la plupart d'ailleurs qui étaient élus, c'était le cadre de l'UDPS, contrairement à votre reportage qui parle des transfuges. Non, c'était vraiment le cadre de l'UDPS qui était élu au stade. Les cas de Agi Sitolo, les cas de ministre Lokombe qui était élu au stade de Akindu. Son vice était Emmanuel Chadari qui était aussi de l'UDPS. Et puis la deuxième mission qui était de la démocratisation a été achevée par Joseph Kabila parce qu'on a organisé maintenant des élections démocratique à l'occidental et aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir, mais avant l'AFDEL l'UDPS s'est battu pour la primature. Jamais Etienne Tshisekedi, paix à son âme, ne s'est jamais battu pour la présidence. Il s'est battu que pour être premier ministre nommé par un dictateur. Mais c'est grâce à l'AFDEL qu'aujourd'hui son fils il est aux affaires. Troisième mission, c'était la reconstruction du pays. Cette mission a commencé, vous avez vu la construction des marchés de liberté à moindre coût. Il n'y avait pas de commission. Et d'autres travaux de reconstruction, il y avait aussi les travaux de cantonnage, mais malheureusement, la guerre d'agression et son assassinat a mis en berne ce projet. Carlos Moupili, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'héritage des idéaux, même des idées de Mouzé Laurent Désiré Kabila, au regard même de l'agression dont est victime notre pays à l'heure actuelle? Bon, il faut dire que après l'assassinat de Mouzé et que après 1+4, nous avons connu un sérieux problème du fait que les ennemis du pays se sont introduits et à l'aide d'une constitution qui nous a piégés. Parce que désormais, pour prendre le pouvoir, il faut passer par les urnes et ne pas être élu. C'est lui qui a eu l'argent volé pour acheter l'achat de conscience des électeurs. Ce qui fait que ceux qui devraient véhiculer ou mettre en pratique les idéaux de l'AFDEL ont été écartés et marginalisés. Maintenant, mais ce qui reste, c'est que les idéaux de Mouzé nous servent de thermomètre pour mesurer le patriotisme de nos dirigeants. Parce que ce que Mouzé a fait, il a été modèle. Il aimait le pays, il aimait le peuple congolais plus que soi-même. C'est pourquoi il a accepté, en état président de la République, de sacrifier sa vie pour... Dernière question, quelques secondes s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être un Kadogo ou qu'est-ce que cela devrait signifier dans l'esprit des Congolais? Bon, normalement, les Kadogo, c'est un terme qu'on attribue aux enfants soldats, mais le vrai terme, c'est le libérateur. Moi, j'étais libérateur. Nous avons été de libérateurs pour le peuple congolais et nous méritons cette considération. Merci beaucoup, Carlos Moupili, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, M. Gaïtan.
La RDC et le Rwanda ont signé la feuille de route de Genève sur le rapatriement des réfugiés vivant dans les deux pays. L'activité s'est déroulée sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies des réfugiés. L'objectif est de lever tout malentendu sur cette affaire qui a fait couler encre et salive. La RDC se fait représenter par son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. À l'initiative de la République démocratique du Congo, il s'est tenu à Genève, en Suisse, une réunion tripartite RDC-Rwanda au commissariat pour les réfugiés pour tabler sur les rapatriements volontaires des réfugiés des deux pays respectifs. Sous l'égide du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula et son homologue rwandais en charge de la gestion des catastrophes et des réfugiés ont signé un communiqué conjoint qui fait office de feuille de route pour ce rapatriement volontaire des réfugiés. Je voudrais rappeler qu'en 2010, il y a eu successivement 2 accords importants signés dans un cadre tripartite, RDC, Rwanda, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des accords qui prévoyaient tout un processus de règlement de cette épineuse question de réfugiés. Malheureusement, ça fait maintenant pratiquement 13 ans, ces accords ont été gelés, ils n'ont pas été mis en application, tout simplement parce que il n'y a pas eu une bonne prise en charge, parce que aussi l'une des parties, pour ne pas la citer, c'est le Rwanda, n'y attachait pas d'importance. Les deux gouvernements s'accordent sur l'application intégrale des dispositions des accords de 2010, entre autres, créer les conditions favorables au retour par un dialogue constructif et relever les défis liés à la sécurité des personnes rapatriées. Les deux parties ont convenu de se rencontrer dans un mois à Nairobi pour des modalités pratiques de facilitation du rapatriement volontaire des réfugiés de leurs pays respectifs. Et une forte délégation de députés provinciaux de Kinshasa, conduite par le professeur Godempoï, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, était en plaidoyer auprès de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Au menu, la question de l'insécurité aux portes de la ville de Kinshasa. Ces élus ont sollicité l'implication du gouvernement pour épargner la capitale du danger. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia, a reçu en audience dans la salle des banquets du Palais du Peuple une délégation d'élus provinciaux de la ville de Kinshasa, conduite par le député Godempoï, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'ordre du jour de leurs échanges, la question sécuritaire pour leurs électrices et électeurs de la ville de Kinshasa. Le bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que les honorables députés provinciaux ont des problèmes sécuritaires pour leurs électeurs et électrices de la ville de Kinshasa. L'Assemblée nationale se joigne à eux pour ramener la paix au niveau de la ville et surtout intervenir auprès du gouvernement central afin que le gouvernement central dote la police de la ville de Kinshasa de tous les moyens qui leur permettent de faire face à cette insécurité qu'il y a dans la ville. De son côté, Godempoï, député provincial et président de l'Assemblée provinciale, s'est exprimé en ce terme. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka, c'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Les élus provinciaux de la ville de Kinshasa, sous la conduite du président de l'APK, ont estimé qu'ils avaient beaucoup de choses à se ressourcer auprès de l'honorable président Mbosso en faveur des Kinoises et Kinois. Et au nom du gouvernement, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, Bibi Mouloko, était au chevet de près de 700 familles déplacées de Kwamut vivant dans le site de Kinkole, dans la commune de Nsele à Kinshasa. C'était en marge de la journée internationale de la famille célébrée le lundi 15 mai.
Près de 700 familles déplacées des Kwamout, fouillant les conflits Teke et Akab, vivant dans le site de Kinkole, dans la commune de Lantélé, ont célébré la 30e journée internationale de la famille en RDC, en compagnie de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko, et plusieurs autres personnalités du pays. Sous les thèmes national stabilité de la famille congolaise et enjeux démographiques, la ministre Mireille Massango, avant de lancer officiellement la quinzaine de la famille en RDC, a rassuré l'assistance sur les efforts du gouvernement à répondre aux exigences pour l'amélioration des conditions des familles en RDC et a exprimé sa disponibilité d'accompagner toutes les familles dans leur mission d'encadrement et la protection de leurs enfants. Ce sont les moments privilégiés par le gouvernement pour échanger avec les familles sur les entraves à leur épanouissement et par la même occasion les interpeller sur la nécessité de leur participation à la recherche des solutions aux maux qui minent la société. À cette occasion, participant à la promotion de la famille, elle a remis symboliquement quelques dons aux déplacés des Kwamout qui vivent dans des conditions de précarité et de misère. Chaque famille a reçu un colis composé d'un matelas, d'une pièce de panne, d'un pantalon, d'une chemise, d'un seau, d'un bassin, d'un gibelé et vivres, composé notamment de sacs de riz, d'un chasset de sucre, d'une bouteille d'huile et autres biens, à la satisfaction des bénéficiaires. La ministre et sa suite ont par ailleurs visité la clinique mobile installée dans l'enceinte de la maison communale de Lantélé pour les soins appropriés des déplacés des Kwamout. Et audit du fichier électoral, la CENI a retenu 5 noms qui vont réaliser cette opération. Ils ont 6 jours, soit du 15 au 20 mai prochain. Cette équipe mixte est composée de Jeannette Love, une ancienne vice-présidente de la commission électorale sud-africaine, de Moabi Loufo Chizi, directeur du département des technologies de l'information et de la communication de la commission électorale du Malawi, et des Congolais Joseph Topangu, entré dans le domaine des élections en 1994 au Mozambique, du professeur Kabata Kabamba, expert en renforcement des capacités avec le Centre européen d'appui électoral aux Comores et en Guinée équatoriale, et Vianney Nzanzu, licencié en économie mathématique, a une bonne maîtrise technique des outils ou logiciels d'analyse statistique, mais la société civile et l'opposition continuent d'exiger l'audit du fichier électoral par un cabinet international réputé. La province du Kasaï central, plus précisément la ville de Kananga, fait face à la montée du prix de sac du ciment. Un sac qui se vendait à 60 000 francs congolais se vend désormais à 50 $ américains, équivalent de 120 400 francs congolais dans plusieurs lieux de vente. Selon les sources, cette situation est due à l'impraticabilité des voies routières d'approvisionnement de la ville de Kananga. La population kassaïenne demande au gouvernement congolais de réhabiliter les routes afin de pallier cette crise. Et en Afrique à présent, en Tunisie, le principal opposant de Kaïs Saïd, Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahda, a été condamné hier lundi à 1 an de prison pour apologie du terrorisme, a révélé l'avocate de ce dernier, qui a refusé de comparaître devant la justice, dénonçant procès politique monté de toutes pièces. Il est l'opposant le plus en vue à être arrêté depuis le coup de force du président Kaïs Saïed, qui s'est emparé des plans de pouvoir en juillet 2021. Rached Ghannouchi, chef du mouvement islamo-conservateur tunisien Ennahda, 81 ans, principal opposant au président Kaïs Saïed, avait été arrêté le 17 avril et placé sous mandat de dépôt à la suite des déclarations dans lesquelles il aurait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ses issus de l'islam politique comme Ennahda y était éliminé. Sa condamnation de lundi est aussi liée à une autre affaire dans le cadre de laquelle il avait été entendu en février par les pôles judiciaires antiterroristes avant d'être laissé en liberté. La convocation faisait suite à une plainte déposée par un syndicat policier l'accusant d'inciter les Tunisiens à s'entretuer pour avoir affirmé début 2022 lors des obsèques d'un leader d'Ennahda que les défunts ne craignaient pas les dirigeants ou les tyrans. Outre la peine de prison d'un an, Rached Ghannouchi a été condamné à une amende de 300 € selon les sources tunisiennes. Outre la peine de prison d'un an, Rached Ghannouchi a été condamné à une amende de 300 € selon des sources tunisiennes.
Et pour terminer, bloqués au Soudan depuis le début de la guerre, les joueurs congolais sont finalement arrivés à Kinshasa, accompagnés de l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Glody Lilepo, Steven Eboula, Fabrice Ngoma et le coach Boulaïma ont posé leurs valises au pays grâce à l'implication du gouvernement congolais. C'est à 12h15 que l'appareil transportant le joueur congolais a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. À son bord, le coach Eugène Boulaïma, le joueur Fabrice Ngoma Luamba, Glody Lilepo Maccabi et Steven Ebola, tous joueurs de Al Hilal Omdurman du Soudan. À la tête de la délégation, Jean-Baptiste Kassongo, ambassadeur de la RDC en Égypte. Je vais aller présenter nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos remerciements aussi au Premier ministre, qui n'a pas hésité à mettre les moyens nécessaires à travers notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence Christophe Lutundula. Et cela n'a pas été facile, cela ne pouvait pas être possible, n'eût été l'assistance ou la collaboration de son Excellence le ministre Kabulo. Quitter le Soudan pour rallier l'Égypte avant de poser des valises en RDC n'était pas du tout facile, comme nous raconte le joueur. Une semaine, 2 semaines, après bana mboka basudani bazongi banda kutumani ko mpe sérieux el boso to remercier non nzambe parce que yende mutaye bi réalité tout sans y l'emsuto nga toujours nga boete. C'est la première fois moi comme dans la vie aussi 6 matchs guerre en pleine capitale. C'est la première fois dans mon vie dans mais Dieu merci grâce au gouvernement. Fabrice Ngoma Luamba, Steven Ebola et Glody Lilepo Maccabi évoluant au Soudan devront rester dans leurs familles respectives en attendant la fin de la guerre au Soudan ou le retour total de la paix. Je le rappelle des principaux titres à présent. Vital Kamerhe a participé à son premier briefing gouvernemental, l'émission qu'organise le porte-parole du gouvernement sur les sujets d'actualité avec les ministres sectoriels. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a répondu aux questions des journalistes sur la crise du maïs au Haut-Katanga. Et Godin Mpoyi et les élus de la ville de Kinshasa ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur la situation géopolitique et sécuritaire de la capitale. Pour l'Assemblée provinciale, la ville de Kinshasa est menacée par des poches d'insécurité de part et d'autre de ses frontières et qu'il y a nécessité de la sécuriser davantage. Il y a 26 ans, Mouzé Laurent-Désiré Kabila et Sekadogo libéraient les Congolais du règne sans partage de Mobutu Sese Seko. Nous sommes aujourd'hui la veille de cette commémoration. Les Congolais ont encore beaucoup de souvenirs de l'entrée de l'AFDL. Et le conflit au Soudan continue de faire des morts alors que la communauté internationale se montre de plus en plus impuissante. La RDC a rapatrié ses ressortissants. Les joueurs congolais de football ont pu regagner la capitale sains et saufs. Après le rappel des titres, place à la revue de presse à présent. Et nous allons lire les journaux ce mardi avec Héritier Ntamboa qui est déjà là. Héritier, bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. 5 jours sans activité à Béni, entre villes mortes et manifestations, les organisations et les organisateurs désemparés. Exactement, on commence tout de suite avec Politico.cd qui rapporte à ces titres-là. Les activités socio-économiques et scolaires sont restées paralysées hier à Béni, dans la province justement du Nord Kivu. Cette situation est consécutive à un appel de la société civile appuyé par ses composantes qui ont décrété une série de journées sans activité jusqu'au vendredi 19 mai prochain pour décrier l'impuissance de l'état de siège face à la montée en flèche de la crise
criminalité dans la ville. Et bien, le rédacteur de cet article relève cependant une problématique sur la nature de la série d'actions lancées par la société civile, affirmant que cela porte justement confusion. Le constat fait par Politico.cd renseigne que la déclaration rendue publique par la société civile sur la nature de l'activité est contradictoire à ses intentions. Et bien, d'un média à un autre, Gaëtan Kouba-Boranzi, Radio Okapi pour sa part va titrer, j'espère que vous allez bien sûr les voir, protestation à Béni, 5 jours de ville morte contre l'insécurité croissante. Eh bien, ces médias rapportent que le lundi 15 mai, les rues de Béni étaient étrangement calmes. Selon lui, c'est un signe des protestations contre l'escalade de l'insécurité qui sévit dans la région. Nos confrères rappellent que depuis le début de l'année, la tranquillité dans la ville a été déchirée par une vague de cambriolages incessantes. Radio Okapi renseigne qu'au moins 850 maisons ont été saccagées par des bandits armés. Eh bien, face à cette réalité alarmante, il dénonce, voulais-je dire, l'inaction des autorités. Et autre sujet à l'international, l'Ukraine, Kiev de nouveau touché par une attaque aérienne. 3 personnes seraient blessées. Exactement, j'en termine là-dessus d'ailleurs, Gaëtan Kouba-Boranzi. Les autorités ukrainiennes évoquent une attaque exceptionnelle par sa densité, dont l'impact a été limité par l'entrée en action de la défense anti-aérienne de ces pays. Selon le média Bemiti TV, c'est la 8e attaque depuis le début du mois de mai. Ce mardi, peu avant l'aube, les défenses anti-aériennes ukrainiennes sont entrées en action pour repousser une nouvelle attaque complexe de drones et de missiles sur Kiev, au lendemain du retour annoncé dans la capitale du président Volodymyr Zelensky après sa tournée en Europe. À ce sujet, France 24 pour sa part titre, l'Ukraine dit avoir repoussé une attaque aérienne complexe sur Kiev. J'atterris déjà Gaëtan Kouba-Boranzi. Le média note cependant que la Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle vague des raids aériens contre la capitale ukrainienne. L'armée russe a confirmé ce mardi avoir frappé pendant la nuit avec un barrage des missiles des installations militaires en Ukraine, assurant avoir touché toutes les cibles, alors que les forces ukrainiennes ont affirmé les avoir tous abattus. Voilà qui met fin à notre lecture transversale de cette revue de presse. Gaëtan Kouba-Boranzi. Je vous en remercie, Héritier Tambour. Je vous en prie. Et c'est par ici que se referme donc ce journal. Je vous remercie aussi, vous tous, de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.